Bonjour et bienvenue sur Entre Podcast. Je suis Jonathan, je suis toujours accompagné de Christine Langlois, rédactrice en chef de la revue Terrain, et accompagné d'Anne-Laure. Et nous continuons donc de parler de la revue Terrain. On avait parlé un petit peu de l'historique de la revue Terrain, de comment ça fonctionnait, du numéro 1 notamment. Et maintenant, on aimerait savoir un peu plus sur les autres numéros. Alors vous, comme vous avez suivi depuis le début, vous êtes la créatrice de cette revue. Quels sont les gens peut-être que vous avez rencontrés d'abord qui ont eu une réelle importance peut-être pour vous, mais aussi pour la revue Terrain justement, parce que vous avez eu quand même le privilège d'interviewer des gens assez extraordinaires ou très connus en tout cas. Alors, en fait, j'ai plus envie de parler, pas des gens connus, mais du fait que la revue s'est employée très vite à publier de jeunes chercheurs. Ah, bah ça nous intéresse aussi du coup. Voilà, il y a eu beaucoup de premiers articles publiés dans Terrain. Parce que... Pourquoi exactement? Sans doute parce qu'il y avait aussi des jeunes chercheurs qui répondaient à ces fameux appels d'offres, mais bon, ils étaient aussi triés sur le volet par notre conseil scientifique, donc c'était quand même parfois des gens confirmés qui passaient plutôt la barre, mais pas seulement. Mais parce qu'une revue, il me semble que ça peut donner justement un marchepied, être un marchepied pour des jeunes chercheurs, et donc c'est absolument mêlé. Les gens confirmés, les chercheurs confirmés et les jeunes chercheurs sont absolument mêlés dans la revue. On a publié beaucoup de premiers articles. Parfois, ça demande plus de travail sur la réécriture, mais bon, ça me paraît vraiment le rôle d'une revue, de faire connaître aussi les gens qui sont précisément pas connus, dont les travaux ne sont pas connus. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Ensuite, ce qui me paraissait important aussi, c'est de publier des chercheurs étrangers. C'est-à-dire de ne pas rester dans le petit milieu franco-français. Et, Par étranger, vous entendez toujours francophone ou aussi... non, on a beaucoup traduit d'articles. Hein. Beaucoup, bon, évidemment de l'anglais, mais aussi beaucoup de l'espagnol, du portugais, de l'italien, de l'allemand. Enfin, on accepte des articles dans toutes les langues. On commandait des articles à des chercheurs étrangers. Et après ça, bon, reste tout le travail de la traduction. Mais on a commandé beaucoup d'articles originaux à des chercheurs étrangers. Oui. Parce que quand je suis arrivée... En fait, le fait que j'ai travaillé d'abord au laboratoire d'anthropologie sociale, où on ne travaillait quasi que des gens travaillant sur des cultures lointaines, sur l'anthropologie sociale et culturelle, à part les personnes qui ont travaillé sur Minot en France, donc qui sont justement à l'initiative un peu de Lévi-Strauss, ont appliqué à la France, à leur terrain en Bourgogne, les thèmes des recherches sur la parenté. Et quand je voyais aussi au musée de la tradition populaire, on travaillait vraiment sur la France. En fait, il y avait un grand fossé entre ces deux sous-disciplines, on peut dire, l'ethnologie de la France et l'anthropologie dite sociale et culturelle du reste du monde. Et ce fossé me paraissait vraiment injuste d'une certaine manière. Bon, certes, c'était dû à deux écoles différentes, le Roi-Gourand d'un côté, Lévi-Strauss de l'autre, mais j'avais vraiment envie de créer un pont entre ces deux mondes avec la revue. Et c'est-à-dire que Terrain soit lu par des gens qui travaillent sur d'autres sociétés que la France. Et ça, j'ai été pour moi un numéro très important, mais je pensais l'avoir pris là. Oui, voilà. C'est ce numéro... Non, oui. C'est ce numéro 14, L'incroyable et ses preuves. C'est un numéro sur les croyances. Une jolie couverture. Pas mal, hein, l'OVNI. C'est pas mal du tout. En fait, j'ai rencontré dans un colloque à Strasbourg, c'était donc il y a assez longtemps, je ne sais plus quand est sorti ce numéro, en 90, j'ai dû rencontrer en 89 ou 88, Elisabeth Clavry, qui travaillait alors sur les apparitions de la Vierge en ex-Yougoslavie, enfin en Yougoslavie à l'époque, et en Italie, et pourquoi les gens faisaient des pèlerinages en ces lieux, qu'est-ce qu'ils en retiraient, qu'est-ce qu'ils y voyaient, qu'est-ce qu'ils en retiraient, et en même temps, j'ai rencontré Pierre Lagrange qui travaillait sur les gens qui croient aux ovnis aux États-Unis. Voilà, donc toute cette culture des ovnis. Et bon, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Je me dis, mais ça, ce sont des gens qui sont dans nos sociétés, qui travaillent sur des sujets comme ça, sur les croyances dites irrationnelles dans nos sociétés. Et là, je pense que faire un numéro là-dessus, ça serait passionnant. Et alors là, j'ai trouvé c'est un numéro vraiment que j'aime beaucoup, puisqu'il y a à la fois Marie-Christine Pouchel qui travaillait sur les fans de Claude François et qui correspondait avec lui dans l'au-delà, après sa mort. Il y a un article de Jeanne Favret-Saada sur
sur son travail sur le bocage et sur la sorcellerie. Il y a un article d'Elisabeth Cravy, un autre de Jordana Charouti sur les voyances, de Bruno Latour. Enfin bref, il y a différents articles qui pour moi c'est un numéro très important, d'autant plus que il a manifestement été lu par des non-européanistes, notamment Jean Bazin a fait 2 séminaires, lui qui est un africaniste et qui s'adressait plutôt à des africanistes, a fait 2 séminaires centrés sur ce numéro. Donc pour moi, j'étais vraiment très heureuse. C'était vraiment un numéro, l'introduction qu'a fait Gérard Lanclut à ce numéro est remarquable. Donc c'était vraiment pour moi un numéro très important. Ballandier en avait fait une demi-page dans Le Monde. Enfin, ça a été un tournant. Voilà, c'est-à-dire que tout à coup, on pouvait faire une revue d'ethnologie ou d'anthropologie, qu'importe comment on l'appelle, qui parle et les sujets intéressent tout le monde. Et c'est pas juste lu par ceux qui travaillent sur la France ou ceux qui travaillent sur d'autres domaines. Donc ça, c'est un numéro tournant pour moi. C'est hyper intéressant. On avait parlé déjà, je crois qu'il y a des podcasts scientifiques qui avaient parlé justement des ovnis, etc. Mais c'est des sujets qui sont compliqués. Alors je sais pas, du coup, c'est peut-être une question innocente, mais en anthropologie ou en ethnologie ou en sociologie, c'est des sujets qui sont comme les autres, les ovnis justement, qui sont traités au même niveau, ou bien, parce que dans des sciences, je sais pas, la physique, etc., dès qu'on parle d'ovnis, c'est un chercheur fou qui fait des trucs bizarres, et de toute façon, c'est déjà plus un scientifique à partir du moment où il parle de ça, en fait. Comment ça se passe en anthropologie? Au contraire, pour les sciences humaines, c'est évidemment traité comme tout sujet, c'est traité comme un autre sujet, parce que c'est intéressant, c'est de voir à quoi les gens croient, pourquoi ils y croient, comment ils y croient. Voilà, la question de savoir si l'anthropologue y croit lui-même ou non se pose absolument pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de voir. Voilà, c'est un fait de société et il faut étudier le rôle de cette croyance, qu'elle soit véridique ou non, peu importe. Mais enfin, pourquoi ces gens croient à ces ovnis et qu'est-ce que ça représente pour eux? Et l'historique, il a retracé aussi un petit peu l'historique de ce mouvement très fort aux États-Unis, beaucoup plus fort que chez nous. C'était en quelle année, numéro 14? Il est paru en 90. Alors j'attends depuis des années un livre de cet auteur, Pierre Lagrange, qui a fait sa thèse sur ce sujet. Malheureusement, je crois que j'attendrai encore longtemps. J'ai beau le relancer régulièrement, il est parti sur d'autres recherches, mais j'aurais bien aimé publier son livre. Ça, pour le coup, ça m'intéresserait la lire. Mais de toute façon, on l'a pas dit, je crois, justement, mais un des intérêts de Terrain, justement, pour nous, en tout cas, c'est qu'on peut trouver tout son contenu sur Internet du moment que ça fait plus de 4 ans que c'est paru, c'est ça? Même maintenant, j'ai adopté le freemium de Open Edition, donc tout est sur Internet, même les derniers numéros. C'est-à-dire que vous pouvez accéder en ligne aux 64 numéros déjà parus, l'ensemble des articles, tout gratuitement. Bon, après ça, si vous voulez télécharger ou imprimer, à ce moment-là, il faut payer ou être inscrit. C'est votre université là. Oui, mais l'accès, je trouve ça génial. Justement, je lisais des articles de Virus l'autre jour. C'est super intéressant et c'est bien dans la mouvance, on va dire aussi, justement, d'Internet. Justement, qu'est-ce que ça a changé pour vous, Internet, quand c'est arrivé enfin, pas pour vous, mais peut-être pour la revue, justement, parce que c'est passé d'une revue petite qui était distribuée comme ça à quelque chose... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent la consulter sur Internet aussi. Oui, parce que quand on s'intéresse à des sujets, on arrive quasiment toujours sur un article de Terrain en première page de Google. En tout cas. Non, vous avez raison. C'est vrai que ça a beaucoup changé pour la diffusion. C'est-à-dire que là, cette année, en 2014, on a environ 500 000 visites sur l'année. Alors pour une revue qui maintenant tire à 1000 exemplaires, qui avant tirait à 2000, évidemment, même si on sait que X personnes lisent un numéro, notamment en bibliothèque, c'est 40 000 visites par mois. Donc on ne sait pas combien de temps durent toutes les visites, mais si vous voulez, ça donne une idée du nombre de visites, du développement de la diffusion, et notamment à l'international par Internet. Alors ça produit des choses rigolotes, c'est que... Enfin, pour moi, rigolote. Pour vous, sans doute évidente, c'est qu'au dernier salon de la revue en octobre, j'ai vu une jeune femme s'arrêter et dire « Ah, mais cette revue, mais je la connais, j'ai téléchargé plein de textes, mais je ne savais pas du tout qu'elle existait papier. C'est la première fois que je la vois. Oh, elle est pas mal en papier, moi, j'aimerais bien... » Et moi, j'étais médusée. Je pensais que les gens connaissaient la revue papier et puis s'en servaient aussi sur Internet. Moi, je sais qu'à l'université, on m'en a beaucoup parlé, on me l'a beaucoup conseillé pour faire nos petites recherches, etc., pour trouver des références, quoi. Oui. Et du coup, peut-être qu'il y en a comme ça aussi qui cherchent des mots-clés, qui regardent et qui se posent même pas la question de savoir si... Oui, je crois que beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Alors, pour moi, c'est à la fois un grand plus de cette diffusion très large. Un petit moins, c'est que si on n'a accès qu'à la revue en ligne,
on manque le côté dossier, parce que la revue en ligne, ça veut dire qu'on cherche une référence, on va directement sur l'article, et tous les faits pour nous de réflexion, de faire un dossier sur un thème et de l'étudier avec différents éclairages, et le fait que les uns se complètent avec les autres et qu'on se donne du mal pour précisément prendre aussi des disciplines voisines pour montrer un autre éclairage sur le thème. Bon, tout ça c'est perdu. Et puis le côté, pour le coup, illustration et le côté objet livre, du coup on a même fait un livre, voilà, un numéro sur l'objet livre, précisément pour montrer qu'un livre c'est aussi un objet, indépendamment de son contenu, et que c'est important, voilà, d'avoir un numéro intéressant sur, mais d'avoir on a un objet dans les mains, enfin c'est pas rien, les illustrations sont pas juste là pour illustrer, beaucoup sont très pertinentes. Le numéro sur le beau que j'ai pas apporté là, le numéro sur le regard, bon, enfin bref, certains numéros précisément analysent les images qui sont publiées avec les textes. Donc c'est vraiment un peu dommage de ne pas avoir accès au numéro papier. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, oui, ça répond à la consommation actuelle de médias, on va dire aussi. Moi, j'étais tombé par hasard aussi sur des articles qui parlaient de World of Warcraft, par exemple. Oui, tout à fait. Parce que j'y jouais, c'est aussi, puis on voit Revue Terrain, on se dit, mais bizarre, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est super intéressant. Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu le même comportement que vous dites. J'ai été lire l'article et j'ai franchement pas du tout lu le reste. Donc en fait, oui, c'est vrai que c'est intéressant alors que ça s'orientait sûrement avec le reste du dossier. Oui, c'est vrai que ça, pour ça, Internet en même temps, c'est bien, ça vous a donné accès à cet article que vous n'auriez jamais trouvé par ailleurs. C'est vrai. Donc c'est bien. Mais voilà, ça enlève un peu de la curiosité et de l'intérêt de voir ce qui est publié à côté, juste à côté, et qui a du sens avec, oui, c'est vrai. Bon, écoutez, chacun... Ce qui compte, c'est que la revue soit lue, utilisée, c'est déjà essentiel. Voilà. Et grâce à Internet, elle l'est beaucoup, en effet. Elle l'est beaucoup. Et alors, vous nous avez parlé de la revue numéro 14. Est-ce qu'il y a d'autres numéros auxquels je tiens? Oui, pour moi, alors, des numéros... Je n'ai pas pris boire, mais enfin, il y a un numéro sur boire, qui pour moi, c'était le numéro 13 qui a été important différemment. C'était pas tant par son thème, bien que ça a été le seul numéro qu'on a réédité tout de suite, réimprimé tout de suite, vous ne serez pas étonnés, le boire, ça plaît. C'est important parce que c'est là où vraiment j'ai ouvert la revue. C'est-à-dire que là, il y a eu un article sur l'Espagne, et puis j'ai demandé un article à une historienne. Donc là, ça a été ouvert à la fois à d'autres pays et aux disciplines voisines. C'est vraiment le premier numéro. Et c'est là où j'avais monté le conseil de rédaction qui a participé à ce numéro. Voilà. Donc ça a changé à plusieurs points de vue, ce numéro. D'ailleurs, j'y pense, vous avez parlé de comité scientifique, je suppose de relecture des articles tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je parlais du Conseil du patrimoine ethnologique, qui était là pour impulser la politique du ministère de la Culture en matière d'ethnologie, et qui définissait les thèmes des appels d'offres et sélectionnait les dossiers qu'on nous proposait. Voilà, donc ça c'était vraiment à part. Mais moi je parle maintenant du conseil de rédaction de la revue Terrain. Donc qui est vraiment différent, qui étaient vraiment des gens... voilà, il y a combien de personnes de rédaction. Au début, il y en avait sans doute moins. Maintenant, une douzaine, je pense. Donc j'ai essayé de choisir des gens qui représentent un petit peu tous les différents... Oui, au début, il y en avait 6. Donc maintenant, on est passé à 12. D'abord, ça s'est internationalisé. Et ensuite, j'ai vraiment, dès le départ, aussi essayé de choisir des gens qui représentent les différents... tendances ou lieux de l'anthropologie en France, c'est-à-dire des membres du CNRS, de l'école des hautes études, de l'université, des gens qui étaient plutôt dans la France de l'Est, d'autres dans la France du Sud, voilà. Donc, bon, pour avoir un petit peu tous les aspects. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le fait d'être au ministère de la Culture, c'était pour moi un avantage énorme, dans la mesure où on n'était pas dans une école précise ou un laboratoire de recherche ou une université précise avec une équipe qui avait tendance à peut-être à donner plus les articles de ses étudiants ou des gens proches, parce que c'est ce point-là qu'on connaît. Par les appels d'offres et par cette place, vraiment on avait accès ça centralise un peu à un éventail très large de types de recherche. Et c'est ça que je voulais faire dans Terrain. Et le numéro 9, pour moi, sur la maison, était très important pour ça, parce qu'il y avait à la fois des gens du laboratoire d'anthropologie sociale, des gens du centre d'éthologie française, l'interview avec Lévi-Strauss, etc. Plein de provenances différentes des chercheurs et des auteurs de ce numéro. Et c'est quelque chose qu'on peut faire au ministère parce qu'on est complètement en dehors de ces réseaux. On est complètement dans une espèce d'endroit différent, à part,
Donc, on peut avoir accès à tout le monde, dirais-je. Donc, il y a pas... Et puis, c'est une revue qui se crée, donc on n'a pas hérité d'une réputation ou voilà, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de créneau précis qu'on vous attribue. D'orientation politique aussi, je pense. Alors, il faut dire tout de suite que politiquement, non, justement, parfois on pose la question. Le fait d'être au ministère de la Culture, il n'y a jamais eu de censure sur Jamais j'ai dû montrer les sommaires avant, ni même les couvertures. On m'a vraiment laissé une liberté, à moi et au conseil de rédaction, une liberté totale. Hein. On n'a jamais fait pression pendant des années sur les différents thèmes. Ça, vraiment... Il y a beaucoup d'autres revues, d'autres disciplines ou quoi, qui ont une place comme ça au ministère pour... Alors, normalement, c'est plutôt celles qui concernent... Alors, en archéologie, mais elles ne sont pas éditées et faites directement au ministère. C'est plutôt des subventions qui sont versées à des revues comme Archéologia, etc. Il y en a une quand même maintenant, Archéopage, qui existe à l'INRAP, l'Institut de recherche d'archéologie préventive. Mais directement au ministère, il n'y en a pas vraiment... Non, il y a eu les cahiers de la recherche architecturale, il y a la revue monumentale, et c'est un petit peu différent. En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est très compliqué de faire une revue dans un service central d'un point de vue administratif, parce qu'on n'a pas de registre recettes, on ne peut pas dépenser les sous comme on veut, on ne peut pas gérer les abonnements directement. Donc au début, j'ai vraiment dû m'appuyer sur 5 institutions différentes pour arriver à faire la revue. Il y avait le ministère, il y avait la Caisse des monuments historiques pour pouvoir gérer les abonnements et recevoir les sous. Il y avait l'imprimerie nationale, il fallait que je passe sous les fourches codines de l'imprimerie nationale, mais on m'avait dit jamais tu vas sortir un numéro à l'heure si tu passes par eux, donc il faut qu'ils sous-traitent. Donc j'allais les voir avec mon petit dossier, disais j'ai quelques sous-traitants là qui seront voilà, à tel prix pour être sûr de sortir à l'heure, donc c'était un peu compliqué aussi. Et il y avait quoi? Le CID qui diffusait la revue, et après il y a eu la Maison des sciences de l'homme. Donc si vous voulez, c'était un peu à casse-tête, quoi. Ça me semble pas la façon la plus évidente de faire une revue, mais ça marche a priori. Donc... En se donnant pas mal de peine, ça marche, oui. Mais enfin, c'était un peu compliqué. Et maintenant, je l'ai jointe à la collection, c'est-à-dire qu'elle est avec la Maison des sciences de l'homme depuis quelques années. Et c'est un petit peu plus simple, mais ça reste quand même compliqué. En fait, ici, on fait tout. On est comme une mini-structure d'édition. Parce qu'il est temps que je vous parle du fait que je ne suis plus toute seule depuis quand même le numéro 12. J'ai 2 mi-temps avec moi. Bon, c'est pas énorme, ça fait une personne à plein temps quand même. Donc Laurent Bruel, qui est secrétaire de rédaction à mi-temps pour la revue et la collection. Il ne faut pas oublier que pour nous, c'est aussi une partie importante. Et Dorine Bertrand, qui est iconographe et qui s'occupe de la presse aussi pour la revue et la collection. Voilà, donc en fait, c'est pas très nombreux, mais... Enfin, vous avez donc doublé la capacité de travail, mais ça a plus que doublé de taille, non? Enfin, je veux dire, votre travail n'a pas dû diminuer de beaucoup, j'ai l'impression. Oui, non, on n'est jamais au chômage technique, non, jamais. Excellent. Moi, je vous propose qu'on arrête là et qu'on passe à l'épisode suivant où on va parler encore d'autres choses de la revue Terrain, mais c'est assez intéressant de voir comment tout ça fonctionne. Encore grand merci à Christine Langlois et à Anne-Laure qui m'accompagnent. Merci. Merci à vous.